C'est la FAQ du mois de juin. Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé au concours du mois dernier. Vous avez été des dizaines à laisser des commentaires pour participer à ce grand concours des 5000 abonnés. Je suis épatée et ça me donne des questions pour les prochains mois à venir. Votre question ne sera peut-être pas retenue pour cet épisode, mais je vous promets que je répondrai à toutes les questions entre ce mois-ci et le mois de septembre. J'espère que vous avez vu les résultats du concours qui est sorti dans le short en début de semaine. Encore un grand merci pour vos participations, c'était vraiment trop chouette. Et aujourd'hui, on commence avec des questions sur comment est-ce que j'ai commencé ma collection, comment je choisis les orchidées. On commence avec une question bien à propos pour cet épisode et c'est une question d'Alexis qui me demande: quelle a été votre première orchidée au commencement de cette superbe collection? Alors j'ai commencé à collectionner les orchidées en 2020, mais j'ai eu des orchidées bien avant. J'avais toujours un phalaenopsis chez moi, mais c'est en 2020 que j'ai commencé vraiment à collectionner les orchidées. J'étais à l'époque enceinte et je cherchais une activité qui me permettrait de me détendre, de découvrir des nouvelles choses. Et je suis tombée par hasard sur la chaîne YouTube de Miss Orchid Girl et elle m'a fait découvrir des dizaines d'orchidées extraordinaires. Et c'est comme ça que j'ai été piquée par le virus et que j'ai commencé à les collectionner. La collection que j'ai aujourd'hui, eh bien, je l'ai commencée en 2022 quand je suis rentrée en France. Et puis j'ai démarré ma deuxième collection, eh bien, aussi par un phalaenopsis. Mais cette fois, c'était un phalaenopsis bellina et un phalaenopsis hieroglyphica. J'ai malheureusement acheté ces plantes chez un producteur qui était pas très bon. Tout arrive à qui sait attendre. Et cette année, nous allons finalement découvrir les fleurs de ce bellina et de ce hieroglyphica aussi. On a tous commencé par un phalaenopsis hybride comme celui-ci. Et puis, on a évolué vers d'autres choses après. On continue avec une question de Nathalie, et c'est une question bien difficile pour moi. Bonjour Sophie, quelle est pour vous la plus belle orchidée, celle que vous rêveriez d'obtenir malgré son coût ou sa rareté? Ah, comme c'est dur de seulement choisir une orchidée. Je pense que les orchidées les plus chères et les plus rares que j'aimerais avoir sont dans le genre Paphiopedilum, et probablement le Paphiopedilum armeniacum, qui est un Paphiopedilum botanique que l'on trouve particulièrement dans le sud de la Chine. Il est jaune flamboyant, tout rond, tout mignon. C'est vraiment une plante que j'aimerais beaucoup avoir, mais il est bien au-dessus de mon price tag maximum qui est de 50 €. C'est le maximum que je me suis fixé. Donc pour l'instant, eh bien, pas d'arméniacum pour moi. La prochaine question, elle est de Sibylline. Et elle me demande: qu'est-ce qui est à l'origine le déclic de ta magnifique collection et depuis combien de temps tu vis de cette passion? Alors j'ai déjà un petit peu raconté ce qui s'est passé et comment est-ce que j'ai commencé. Pour la deuxième partie de ta question sur depuis quand je vis de cette passion, eh bien je n'en vis pas. Ce n'est pas mon métier de faire des vidéos sur les orchidées parce que malheureusement, eh bien, c'est difficile de faire de l'argent avec ce genre de choses. J'ai un autre travail, je suis aussi dans le marketing, mais je ne vis malheureusement pas de ma collection d'orchidées. J'espère un jour que ce sera effectivement le cas. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter mes vidéos, etc. pour me permettre justement de grandir et peut-être un jour de pouvoir vivre de cette passion qui m'anime tellement. La prochaine question, elle est de Claire et elle me demande: si vous deviez convertir quelqu'un qui n'aime pas les orchidées, quelle espèce lui présenteriez-vous en premier et pourquoi? Je crois, et je pense que vous allez tous être surpris, que je présenterai les bulbophyllums. Parce que les bulbophyllums, il y en a 2000 sur toute la planète et que en fait, elles sont assez faciles d'entretien. Alors évidemment, il faut bien choisir son bulbophyllum. Il y a bien sûr des espèces botaniques qui sont plus dures que d'autres à tenir, mais un débutant qui n'aime pas les phalaenopsis et qui ne connaît pas d'autres genres d'orchidées, je crois que j'irai avec le bulbophyllum. Parce que si on a la main lourde sur l'arrosage, c'est pas très grave parce que les bulbophyllums aiment plutôt l'eau.
Ils aiment nos environnements dans les maisons plutôt pas mal. Ils font des fleurs assez extraordinaires. Alors, il faut choisir aussi en fonction des odeurs. Mais pour choisir un bulbophyllum qui soit assez facile d'entretien et qui ait des fleurs super waouh avec une odeur pas trop forte, je dirais le bulbophyllum Elizabeth Ann Buckleberry qui a des fleurs pendantes magnifiques. Et si je devais dire un bulbophyllum botanique, eh bien je vous dirais le Taïwan. J'adore ce petit bulbophyllum. Il est tout petit, il tient très bien la sécheresse, il aime aussi bien évidemment l'humidité et il fleurit 2 fois de suite au printemps pour moi. Il est sur une petite plaque. Ça va certainement vous surprendre et vous allez certainement me dire, on pensait que tu allais dire les Paphiopedilum. Mais j'avoue que les Paphiopedilum, ils sont un petit peu plus difficiles à vivre que les bulbophyllum. Et je pense que c'est vraiment un genre qui peut vraiment surprendre les gens. Une autre question, encore sur ma collection, et elle est de Landscape. Bonjour, quelles sont les orchidées que vous recherchez activement en ce moment et quelles sont les orchidées de votre collection qui vous apportent le plus de satisfaction? Les orchidées que je recherche activement en ce moment, eh bien, je dirais plutôt les Paphiopedilum. Il y a plein de Paphiopedilum hybrides et botaniques que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, particulièrement avec des floraisons séquentielles comme le Rothschildianum. C'est une autre orchidée qui est dans ma liste mais qui coûte beaucoup trop cher à mon goût. Donc c'est une famille que je recherche activement, mais c'est aussi une famille que j'aime particulièrement et qui me donne beaucoup de plaisir parce que les floraisons sont absolument incroyables. Et le deuxième genre que je dirais, c'est les Cattleya. C'est un genre qui est vraiment ultra rewarding pour moi. Et ce que j'adore, c'est que j'ai des Cattleya qui fleurissent à chaque fois qu'un nouveau bulbe se termine. Bon, à part le Cattleya zip qui lui fleurit une fois par an. Mais sinon, la majorité des autres Cattleya que j'ai fleurissent plusieurs fois par an. Souvent avec plusieurs fleurs aussi. Donc ça, c'est vraiment des 2 genres que j'aime particulièrement et qui me rendent extrêmement fière quand j'arrive à les faire fleurir. Une question sur comment constituer sa collection de Lulu. Vous nous aviez fait une vidéo comment débuter une collection avec un budget de 100 €. Dans le prolongement de cette vidéo, quels seraient selon vous les 10 must-have pour commencer une collection? Ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle vidéo et je le garde en tête parce que c'est une excellente idée. Mais pour donner quelques exemples, pour moi, un Phalaenopsis dont vous avez besoin, c'est le Minimark. C'est un classique, un hybride blanc avec des petits points orange. Tous les passionnés de Phalaenopsis en ont un dans leur collection. Un deuxième Phalaenopsis que je pense qu'il faut avoir dans sa collection, c'est le Gigantea. C'est un Phalaenopsis botanique qui est pas si facile que ça à cultiver et qui demande énormément de patience pour avoir des fleurs. Mais je trouve que son pendant, ses couleurs, les couleurs de ses feuilles et ses fleurs sont très différentes des Phalaenopsis dont on a l'habitude et je le trouve extraordinaire. Une autre orchidée qui fait partie du must des collectionneurs aussi, il y a le Cattleya Chantilly Lace qui fait des fleurs blanches avec des petites taches violettes magnifiques. Donc je recommande aussi le Chantilly Lace qui vaut vraiment le coup. Un deuxième Cattleya que je recommande, c'est aussi un hybride, c'est le Cattleya Zip qui a des fleurs absolument fabuleuses. C'est vraiment pour moi un showstopper à avoir dans une collection. Et puis la dernière orchidée que je dirais, c'est un Vanda. Un Vanda d'ailleurs que je n'ai pas, mais je sais que j'aimerais bien l'avoir si l'occasion se présente. C'est un Vanda Mimi Palmer qui a un parfum magnifique et un contraste de couleurs incroyable entre du marron et du violet. Et elle est vraiment sublime cette orchidée. Pour moi, c'est vraiment les 5 qui me viennent à l'esprit quand on me demande avec quoi commencer une collection. Je trouve que celles-ci sont vraiment iconiques. Une question de Mika qui est intéressante. J'achète des orchidées une fois de temps en temps, mais elles ne refleurissent jamais malgré la patience à arroser pendant des mois. Y a-t-il un prix minimum pour s'offrir une orchidée qui dure? J'ai une bonne exposition pour ces plantes. L'histoire du prix minimum, c'est vraiment très intéressant comme débat. Si vous achetez des plantes aux alentours de 18 à 30 €, c'est des plantes que vous allez acheter principalement chez des producteurs d'orchidées, parce que dans les supermarchés ou dans les jardineries, on a peu d'orchidées à ce prix-là, sauf des Vandas.
Si vous achetez chez des producteurs, vous vous assurez d'avoir des plantes qui n'ont pas été poussées aux hormones, qui ont été grandies avec passion et beaucoup d'expertise. Donc en général, ces plantes-là, elles sont de meilleure qualité et il y a de grandes chances qu'elles refleurissent année après année parce qu'elles ont eu ce traitement favorable dès le départ. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait de prix minimum pour avoir une orchidée qui refleurisse. Vous pouvez acheter des cambrias, des oncidiums, des phalaenopsis dans des supermarchés ou des jardineries à aussi peu que 8 € et réussir à les faire fleurir d'année après année. Le petit tips pour le faire, c'est d'acheter des orchidées qui sont en bonne santé, donc qui ont des racines actives, qui ont des feuilles en bonne santé. N'oubliez pas aussi de rempoter vos orchidées. Je dirais qu'un maximum de 6 mois dans leur substrat d'origine, c'est vraiment un grand maximum. Mais en théorie, si vous achetez des plantes qui sont en bonne santé, malgré un petit prix, elles peuvent durer plusieurs années et fleurir encore et encore. Tout le monde n'aura pas le même avis que moi, mais en tout cas, c'est le mien. J'ai 2 questions que je vais regrouper, celle de Morgane et celle de Delphine sur la culture in vitro. Alors les filles, aujourd'hui, je n'ai pas de formation sur le sujet. Il va me falloir un peu de temps avant de pouvoir créer du contenu sur la pollinisation et sur la culture in vitro. Je croise les doigts pour avoir le temps de me former et de lire et d'apprendre plein de choses d'ici 2027, mais ça risque d'être compliqué. J'ai l'intention de vous faire une vidéo sur la pollinisation, mais alors plus théorique pour vous montrer un petit peu les différentes sortes d'orchidées qu'il y a sur la planète et comment est-ce qu'elles se font polliniser. Par contre, vous montrer une pollinisation et une culture, un démarrage de culture in vitro, ça, il va falloir que ça attende un peu parce que je n'ai pas pour l'instant la connaissance et le matériel pour pouvoir faire ça et vous montrer tout ça. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire ça dans la serre du Sénat avec Christophe, qui sait, on ne sait jamais. Par rapport encore à une demande de vidéo, Space Penguin me demande si je pourrais faire une vidéo sur les Tolumnia avec les substrats, les arrosages, le traitement des maladies. Eh bien oui, je crois que j'ai déjà des vidéos sur les Tolumnia, je mettrai en lien une vidéo s'il y en a une intéressante. Mais effectivement, je pourrais faire une nouvelle vidéo sur les Tolumnia et vous expliquer un petit peu comment moi, je les fais pousser. J'ai une technique un petit peu différente de ce qui est préconisé dans les livres et par les gens qui les cultivent. Mais je pourrais vous montrer tout ça. On va finir avec 2 questions sur l'été et les chaleurs puisque on est en plein dedans. La première question, elle est d'Alexis et il me demande « As-tu des astuces d'arrosage lors des vacances, notamment l'été où elle réclame beaucoup d'eau ?» Alors ça aussi c'est un sujet complet de vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mon premier conseil, c'est faites attention aux températures. À partir du moment où il fait très chaud, donc au-dessus des 27-28 degrés, je dirais, les plantes se mettent en mode, pas d'hivernage, mais la même chose. Elles ferment leur stomata, c'est-à-dire qu'elles n'absorbent plus d'eau pour essayer de retenir l'eau qu'elles ont à l'intérieur de leurs feuilles et de leurs racines. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas trop les arroser et il faut faire attention aux périodes d'arrosage. Déjà, on arrose le matin, pour que les plantes aient le temps de sécher pendant la journée avec le soleil et avec le vent. Le problème avec l'arrosage le soir, c'est que les racines vont moins sécher rapidement, les gouttes d'eau sur les feuilles vont développer des champignons et vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc ça, c'est mon premier conseil pour l'arrosage en été. Mon deuxième, en général, pendant l'été, sur mes phalaenopsis principalement, j'alterne entre un bassinage et une douche. Alors pourquoi? Donc les 2 arrosages me permettent de bien arroser en profondeur les racines des phalaenopsis. Par contre, la douche me permet de nettoyer les feuilles et aussi d'enlever par exemple les araignées rouges ou les acariens ou toutes les petites bêtes qui viennent se mettre sur votre plante. Ça permet de lui donner un petit coup de nettoyage et de faire en sorte que les feuilles soient bien propres. Voilà, ce sont quelques conseils pour l'arrosage en été.
Et la deuxième question sur la partie été, c'est encore une question de Delphine qui pose des questions très intéressantes. Que penses-tu de l'estivage des orchidées? Quelles sont les familles qui peuvent sortir au jardin et celles au contraire qui ne peuvent pas sortir? Comment gérer la canicule dehors ou au contraire les fortes pluies? Comment adapter la routine de fertilisation? Comment choisir l'endroit où mettre les plantes en fonction de leurs besoins en luminosité? Et comment gérer le soleil par un voilage, etc. Alors Delphine, vous m'avez devancé parce que je suis en train de préparer une vidéo sur ce sujet-là qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc je répondrai absolument à toutes ces questions en détail dans cette vidéo. Et je vais d'ailleurs reprendre pour base vos questions. Mais je vais répondre un petit peu sur quelles sont les orchidées qu'on peut sortir dehors. Alors en théorie, on peut sortir quasiment tous les types d'orchidées dehors. Deux genres que je ne recommande pas, les bulbophyllums qui ont besoin de beaucoup d'arrosage. Donc pour cela, j'éviterai de les sortir parce que du coup, il faudrait les arroser très souvent si on les met dehors en été. Les phalaenopsis qui brûlent très fréquemment, même en les mettant à l'ombre. Elles ont des feuilles assez sensibles à la lumière, donc je les garderai à la maison. J'éviterai aussi les orchidées bijoux parce qu'elles n'aiment pas beaucoup les changements de température et elles aiment plutôt les environnements stables. Ok, le Ludicia discolore, vous pouvez le mettre dehors sans problème en l'arrosant bien. Pour les autres orchidées bijoux qui sont un petit peu plus difficiles à tenir, j'éviterai de les mettre dehors pour éviter d'avoir des problèmes avec elles. Sinon, en théorie, vous pouvez mettre tout ce qui est Cattleya, Epidendrum, Cymbidium bien évidemment, et puis les Catasetum aussi, puisqu'ils aiment beaucoup la chaleur et la lumière. Petit bémol sur les Catasetum, parce que, leurs feuilles sont délicieuses et elles sont souvent attaquées par des acariens et d'autres petites bêtes quand elles vont dehors. Alors, à l'intérieur aussi, mais si vous les mettez dehors, il y a des chances aussi qu'elles soient un petit peu mâchouillées. L'idéal serait de les mettre dehors et de les accrocher dans des arbres ou sur, par exemple, un fil à linge et de les arroser tous les jours pour essayer de les garder bien humidifiés et en plus de faire partir toutes les petites bêtes qui pourraient s'y installer. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui sur le sujet, mais restez connectés. Il va y avoir une vidéo sur le sujet complet dans quelques semaines, donc ça va être super intéressant. Et puis on fera des tests et peut-être qu'à la fin de l'été, je vous donnerai mes résultats de tests pour que vous puissiez un petit peu savoir la théorie et la pratique, particulièrement dans mon environnement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, on fera un spécial Paphiopedilum, orchidées bijoux et phalaenopsis. Alors n'hésitez pas à rajouter vos questions en commentaire. Je les rajouterai avec celles que j'ai déjà récoltées. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures.